Bienvenue sur le podcast de Fitness Smith. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnesssmith.fr. On démarre. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai reçue par message audio. Donc comme d'habitude, le lien pour me laisser un message audio pour que j'y réponde en direct dans le podcast est directement en description de cet épisode et de tous les autres d'ailleurs, enfin en tout cas de tous les derniers, les plus récents. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était parler de quelques petits points d'actualité dans le monde. Plus répondre à cette question, plus vous parler aussi de ce qui est sorti hier. Alors, ce qui est sorti hier sur le site, c'est tout mon rituel pour me faire une super bonne séance de musculation. Cette vidéo, elle vient vraiment aider les personnes qui ont tendance à rester figées dans le canapé, se dire j'y vais pas. Enfin, voilà, des choses comme ça, où quand elles sont sur la route, elles se disent oh là là, c'est pas aujourd'hui pour moi. Enfin, toutes les personnes qui ratent des séances ou même qui arrivent jusqu'à la séance et qui font une séance de merde et qui s'en veulent, qui culpabilisent, etc. Donc, dans cette vidéo que je vous mets en description, vous aurez toute ma routine où je commence d'abord quand je suis encore au boulot, puis après sur le trajet, puis après comment le processus d'échauffement, etc. pour vraiment rentrer dans la séance et être au top. Donc franchement, je vous le conseille si vous avez tendance à souvent rater une séance, voire même l'annuler. Quand je dis rater, c'est pas rater, ne pas y aller, mais rater, vous sentez que vous n'avez pas été productif. Et donc voilà, le lien est en description. Alors on démarre. Quelques actualités qui m'ont un peu marqué. Alors je regarde pas les informations, mais je regarde que les actus un petit peu dans la branche santé, cerveau, enfin tous ces trucs-là. Et là je viens de voir une chose, l'armée américaine manque de recrues à cause de l'obésité. Donc là, on commence vraiment à se poser des questions par rapport à ça. L'article dit « Un tiers des jeunes voulant gonfler les rangs de l'armée de l'oncle Sam ne le peuvent pas à cause de leur poids. Selon le rapport En mauvaise santé et pas préparé », donc traduit en français, parce que c'est pas comme ça qu'on le dit en anglais, publié ce 10 octobre par un groupe de réflexion sur le recrutement dans l'armée. Et il y a quelqu'un qui nous dit dans l'article « Il est essentiel pour notre sécurité nationale que ceux qui veulent servir le pays répondent aux critères d'admissibilité », souligne Samuel Ebesen, un général à la retraite. Résultat, pour la première fois depuis 2005, l'armée de terre a recruté 6500 personnes de moins que ce qu'elle espérait. Donc là, on voit bien quand même que le problème de surpoids, on s'est pas réglé. On a beau dire c'est la mode du fitness et c'est blabla, etc. Donc nous, on est dans notre petit monde, mais le surpoids et l'obésité, apparemment, ça progresse encore et on est dans notre petite bulle, on s'en rend pas compte. Donc est-ce qu'on a un rôle, nous, à jouer là-dedans ? Certainement. En fait, dans le sens où, on n'est pas aux États-Unis, mais en France, c'est pareil, de toute façon, j'imagine. Oui, à essayer d'aider les autres, de pas les juger, ceux qui sont en surpoids, mais peut-être de les aider, de les amener à aimer le sport, à aimer bien manger, de les éduquer sans en fait les dévaloriser, ou je sais pas trop comment on pourrait dire ça, et leur expliquer pourquoi ils prennent du poids, leur faire écouter mon podcast par exemple, ça pourrait être une bonne chose, et tout simplement avoir son petit rôle à jouer. Chacun peut avoir un petit rôle à jouer avec une personne en surpoids autour d'elle. Je pense plus à ça, moi, plutôt que des grosses campagnes nationales, publicitaires et autres, qui sont forcément de toute façon des trucs qui sont pas toujours autres qu'un souci financier X ou Y. Alors, autre article que j'ai noté, trop de sommeil nuirait au cerveau. C'est un article que j'ai vu aussi. Plus de 40 000 personnes provenant de partout dans le monde ont répondu au long questionnaire scientifique mis en ligne en juin 2017 par les chercheurs de l'Institut Brain and Mind de l'Université Western Ontario.
Ce questionnaire les interrogeait notamment au sujet de leur médication, de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur niveau d'éducation. Alors bon, ils ont fait des tests, etc. Et ils se sont rendus compte que quand on manquait de sommeil, les personnes étaient moins performantes, etc. Mais ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient trop de sommeil par rapport à leur valeur cible personnelle, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même valeur, mais si on dort trop, eh ben ça nuirait également au cerveau, à toute la partie cognitive, etc. Donc, trop dormir, c'est pas top, sauf si vous êtes un gros dormeur ou une grosse dormeuse de base. Et je pense que ça, on l'a tous plus ou moins expérimenté quand on a voulu exploser le lit le week-end un peu trop tard, et la journée, on sent qu'on est au ralenti, on est au radar, quoi. Pourtant, on n'a rien à faire, mais on est au radar quand même, comme si le ciel nous était tombé sur la tête, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté ? Ah oui, il y a ça aussi qui était pas mal. Un test sanguin détecte le manque de sommeil chez les conducteurs et les employés. Alors ça, c'est un autre article. À l'issue de l'étude, les chercheurs ont conclu que l'algorithme d'apprentissage automatique était capable d'analyser le sang d'un individu et d'en donner un diagnostic précis à 92% sur son état de sommeil. En d'autres termes, il peut déterminer si la personne est bien reposée ou en manque de sommeil. Le professeur Simon Archer est optimiste sur ses résultats de recherche. Selon lui, l'identification de ces biomarqueurs est la première étape pour développer un test capable de calculer avec précision la quantité de sommeil d'un individu. Alors certes, très bonne chose. Très bonne chose, encore on est dans le truc, on teste, je dors pas assez, je dors trop, etc. Super. Par contre, dans l'article, ils disent aussi que ils vont fournir un test certainement aux forces de l'ordre. Comme ça, au moins, si jamais vous avez mal dormi, on pourra vous mettre un PV. Alors là, on rentre dans un truc où on pourra se défendre et se dire « Oui, mais le manque de sommeil, c'est normal parce qu'on est plus dangereux sur la route, etc. » Certainement, je dirais pas le contraire. Par contre, il y a une espèce de paradoxe qui est qu'on va verbaliser des gens qui sont crevés, fatigués, qui sont souvent ces gens qui se décarcassent, qui ont souvent deux boulots parce qu'ils peuvent pas faire autrement ou j'en sais rien et qui dorment peu et donc du coup vont être verbalisés. Donc c'est un paradoxe parce que certes c'est pas bien de conduire quand on est fatigué, c'est dangereux pour soi et pour les autres, mais en même temps c'est ces personnes-là qui ont besoin de bosser pour pouvoir payer, nourrir leur famille, etc. Paradoxe particulier, donc je sais pas comment on peut solutionner ça. Après, ce serait bien plutôt qu'on voit dans le marqueur, mon gars, t'as trop regardé hier la télé et t'as trop joué aux jeux vidéo alors que t'aurais pu dormir, et là ce matin tu veux prendre la route et finalement tu risques d'avoir un accident. Là, disons que là c'est plus... Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais la personne n'a pas fait ça, c'était pas obligatoire. Alors que la personne qui travaille par exemple tard le soir pour reprendre tôt le matin parce qu'elle n'a pas le choix pour pouvoir payer son loyer et tout ça, c'est un petit peu différent. Donc toute cette partie utilisation par les forces de l'ordre, etc. Bon, de toute façon, on essaiera toujours d'avoir les accidents de la route au niveau 0. Je pense que c'est une bonne chose d'essayer d'avoir de moins en moins d'accidents de la route. Peut-être que il pourrait avant tout faire des plus grosses campagnes sur le sommeil, etc. aux heures de grandes écoutes, au lieu de directement, les gens ils vont pas savoir d'où ça leur arrive, ils vont être testés, il vous manque une demi-heure de sommeil monsieur, ça fait 90 € d'amende et vous laissez votre voiture sur le bord de la route. Je pense que, bon là je suis dans un extrême évidemment, mais il manque ce petit côté prévention pour moi. Et quand on va leur demander mais elle est où la prévention, sur Arte il y a eu un reportage l'autre jour. Ouais, mais Arte personne regarde. Enfin je veux dire à la place d'Hanouna, passe-nous un truc intéressant où tu nous expliques comment mieux dormir, comment être au top de notre forme demain. Enfin je sais pas, c'est comme ça. Moi j'essaye de l'expliquer dans mes vidéos, mais à ma petite échelle il y a pas beaucoup de gens on n'est pas 67 millions ou 65 millions de Français à regarder mes vidéos, je pense. Donc à un moment donné, je pense que le gouvernement pourrait faire quelque chose en termes de prévention. Et pas simplement à la médecine du travail, le petit dépliant, c'est déjà bien. Je crache pas dedans, c'est déjà très bien. Mais ils ont un puissant média qui est la télévision. On peut leur accorder un petit peu quand même là-dessus et pas mettre juste dormir, faites attention aux écrans comme manger 5 fruits et légumes en petit filigrane en bas des pubs pour les trucs qui vous rendent diabétique, obèse et où vous pourrez plus rentrer à l'armée d'ailleurs. Enfin bon bref, tout ça pour dire que c'était les petites actus à chaud.
que je vous ai trouvé. Et puis on va passer maintenant sur la question de la semaine. Alors il faut que je retrouve la partie où je cache les messages audio dans mon iPhone. Alors petit placement de produit pour Apple. Ce serait bien qu'il m'envoie le comment c'est le dernier déjà, le XS Max, c'est ça? J'aimerais bien avoir celui-là. Moi je suis encore au 6S Plus. Donc j'ai pris des trains de retard, hein, mais bon, il n'y a pas moyen que je mette 1300 €. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est un peu cher, quoi. Enfin, même beaucoup. C'est le prix. À ce prix-là, je peux changer de MacBook, quoi. Bref. Et puis surtout que moi j'ai pas trouvé, enfin je vais pas vous faire un truc sur cet iPhone là, mais j'ai pas trouvé de grande différence pour mon utilisation personnelle, quoi. Moi j'ai besoin d'avoir un grand écran, d'un appareil photo correct et puis ça s'arrête là. Allez, on démarre pour la question. Salut Théo, tout d'abord merci pour l'ensemble de tes vidéos et bonjour à tous. Alors pour continuer sur la polémique dont tu as parlé sur ton post, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir si, à ton avis, sur une calorie de maintenance, si on fait le test sur 2 semaines, par exemple sur un individu entraîné, 2000 calories de glucides et 2000 calories de glucides, lipides, protéines bien répartis auront le même impact sur le métabolisme, c'est-à-dire la prise de muscle ou la prise de gras. À savoir que je sais que les protéines permettent la prise de muscle, mais juste savoir si ça permet au métabolisme d'accepter l'ensemble de ces glucides. Et la deuxième question est de connaître, de savoir si il existe un temps d'entraînement auquel il ne faut pas dépasser, tu vois. Je m'exprime mal, mais sur lequel il ne faudrait pas dépasser. Par exemple, moi je suis bodybuilder. Dans le monde du bodybuilding, on dit 50 minutes, 1h10 maximum. Ensuite, le pic de cortisol fait que la testostérone descend, etc. et que c'est contre-productif. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Je te remercie Théo. Bonne journée à tous et à bientôt. Super question. Hop, je remets le micro en face. Super question. Merci pour ces deux questions-là. D'ailleurs, je sais pas si t'étais en train de faire ton cardio en même temps ou s'il y avait un problème de micro, mais il y avait un petit son régulier derrière. Bon, ça dérange pas parce que t'avais une bonne qualité de voix. On t'entendait correctement. Bref, alors, je commence dans l'ordre. Par rapport à ta question, par rapport à mes précédents trucs sur la polémique, l'histoire des calories et tout, moi personnellement, et je pense qu'avec les recherches que j'ai fait et tout, je suis pas trop dans le faux, mais après je reste ouvert au débat, il y a pas de problème. Pour moi, c'est pas pareil d'apporter 2000 calories pour le métabolisme, je parle, 2000 kilocalories provenant des glucides ou 2000 kilocalories provenant glucides, lipides, enfin, quel que soit le ratio, ça va différer. Pourquoi ? Parce que moi, je pars du principe que ton organisme, le nôtre, il a des besoins personnels. Le sportif, donc bodybuilding, fitness, etc. Enfin, d'ailleurs, fitness et bodybuilding, il a des besoins particuliers. C'est-à-dire que pour avoir un métabolisme qui tourne correctement, il va avoir des besoins protéinés supérieurs à l'individu, par exemple, qui fait que du marathon. Étant donné que la destruction de la masse musculaire n'est pas la même à l'entraînement. Donc du coup, on voit bien que là, le dispatching des nutriments, et donc des calories, est différent d'un individu à un autre. Donc forcément, à partir de ça, si on donne la diète de 2000 calories de monsieur le basketteur à monsieur le bodybuilder, peut-être que pour l'un, ça va suffire d'avoir beaucoup de glucides. Donc peut-être le basketteur, pour lui, ça va lui servir d'avoir pas mal de glucides, très peu de protéines et un peu de graisse. Mais pour monsieur le bodybuilder, ça va pas fonctionner. Pourquoi son métabolisme, il va mal tourner, tout simplement, c'est parce qu'il va y avoir une destruction musculaire qui ne va pas être réparée. Donc à diète égale, à dépenses physiques égales des deux individus, le résultat ne sera pas le même. Parce qu'à l'intérieur de ces dépenses physiques, le ratio de la quantité d'énergie utilisée n'est pas au même endroit. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses et c'est pour ça qu'un individu qui peut avoir une diète basse
en calories. Par exemple, je vais prendre un individu qui veut faire un régime. Il se dit, bon allez, je réduis tous les nutriments, etc. Je fais une diète essentiellement basée sur la réduction des calories. Donc déjà, on va partir du principe que si on suit les recommandations normales de santé, entre guillemets, quand je dis normal, c'est classique. Je dis pas que c'est les bonnes, hein. Je dis que c'est ce que font classiquement les gens. Classiquement, les gens, ils vont avoir dans leur assiette 50% de protéines, 30% de protéines et 20% de graisse. 50% de glucides, pardon, je sais pas ce que j'ai dit. 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de graisse. Donc, s'ils disent, bon, avec cette diète-là, ils sont à 2500 calories, ils veulent descendre à 2000 calories, tout en gardant le même ratio. Ils réduisent un peu tout. Mais en fait, en réduisant un peu tout, ils réduisent surtout les glucides, puisqu'ils sont à hauteur de 50%. Donc, c'est toujours les glucides, en fait, qui sont en majorité réduits. Après, autre chose, une personne peut ne pas perdre de gras, même en étant en déficit calorique. Je m'explique. Elle va perdre du poids. On est d'accord, mais elle ne perdra pas de gras. Et peut-être qu'elle ne perdra même pas de poids. Je m'explique encore une fois. Si cette personne réduit fortement les protéines, les graisses, et consomme par contre, elle pense avoir trouvé la méthode magique, elle se dit, moi j'ai pas de problème, je peux manger les féculents même le soir, j'ai réduit en fait les protéines et les graisses, et j'ai moins de calories que ce que je dépense. Très bien. Sauf que ce qui va se passer, c'est que la personne va perdre sa masse musculaire, étant donné qu'elle va plus avoir, même si elle s'entraîne, elle va plus apporter d'acides aminés qui vont permettre de resynthétiser sa masse musculaire, au moins les dégâts. Donc il va y avoir une forme de catabolisme permanent, et donc la personne va perdre. Elle va aussi perdre du gras, mais elle va surtout perdre du muscle. Mais vu qu'elle apporte en permanence des doses d'hydrates de carbone, de glucides, avec des pics d'insuline réguliers, à chaque fois que le corps aura l'opportunité, il va il va stocker du gras. Donc ce qui va se passer, c'est que la personne peut se retrouver mince, mais encore grasse. Ce qui se passe aussi, c'est que elle peut arriver à la fin d'un régime avec cette fameuse bouée autour du bide. Parce qu'elle n'aura pas coupé les glucides suffisamment. Encore une fois, ce n'est que ma propre hypothèse, mon point de vue. Il y a des personnes chez qui réduire simplement les calories, ça fonctionne. Des personnes qui ont jamais eu trop de difficultés à être au régime, etc. Moi, personnellement, d'avoir trop de glucides, alors je dis pas zéro glucides, je dis juste que avoir 100% des glucides comme d'habitude, le soir, etc. quand on est au régime, pour moi, c'est pas une bonne solution. Après, chacun fait comme il veut. C'est vraiment mon point de vue. Je tiens à être clair là-dessus. Alors, je sais pas si j'ai bien répondu. C'est comme ça que j'ai compris ta question. Et pour moi, 2000 kilocalories, ça n'est jamais pareil en fonction, de l'individu. Donc, son style de vie, son hygiène de vie, son rythme sportif, sa pratique sportive, le type de sport qu'il fait, quoi. Et la nature des nutriments. C'est-à-dire que quel est le ratio de chaque nutriment dans ces 2000 calories. Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue. Deuxième question, je me rappelle plus. Tu me demandais si y avait une durée de séance idéale. En fait, ça va dépendre de plein de choses. Moi, je pars du principe que ta séance peut être très longue si tu mets énormément de temps à rentrer dedans. Admettons, je vais prendre. Alors toi, tu es une personne avancée, mais on va prendre une personne qui est soit modérément avancé, soit même modérément intermédiaire, soit un petit débutant, quoi. Cette personne-là va avoir du temps elle va mettre du temps à rentrer dans sa séance. Si elle fait l'erreur d'essayer de rentrer trop vite, ça va pas bien se passer. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, elle ressent pas ses muscles. Donc du coup, elle va devoir commencer ses séries de travail assez lentement, assez léger, pour bien chauffer, etc., pour connecter cerveau-muscle. Donc déjà, il y aura tout ce temps-là qui ne sera pas un effort où quelque part, il n'y aura pas ce côté épuisement avec pic de cortisol, comme tu dis, en fait, le compteur ne démarrera pas quand la personne va démarrer sa séance, mais quand elle va commencer à entraîner son muscle réellement. Alors ça, c'est mon point de vue, encore une fois. Mais c'est ce qu'on peut observer. Toi qui es bodybuilder, tu as dû te rendre compte que quand tu débutais, t'avais d'énormes facilités à faire des longues séances parce que finalement ton système nerveux, t'étais tellement loin de ta force maximale, t'étais tellement loin de ce que tu fais aujourd'hui que t'avais une forme d'épuisement, mais tu pouvais prolonger plus loin tes séances. C'est ce qui est logique. Quand on est débutant, en fait, on peut s'entraîner plus longuement parce que notre système nerveux est moins martyrisé.
Alors que plus on avance, plus on a de force, plus on s'entraîne intensément, plus on est connecté à ses muscles, plus rapidement on rentre dans la séance et finalement, plus rapidement on en sort aussi. Parce qu'on n'a pas une durée hyper longue d'hyper concentration, d'hyper focus sur la relation cerveau-muscle. Ça doit se griller aussi au bout d'un moment dans la séance. On perd la congestion, on perd de la force, on perd de l'énergie, on vide notre glycogène. Et moi je pense que c'est tous ces facteurs-là qui font que la séance doit se terminer et non pas parce que au bout de tant de minutes, il y a une trop grosse sécrétion du cortisol. De toute façon, il y en aura une. À partir du moment où on s'entraîne correctement, il y aura sécrétion de cortisol. Donc, faut pas chercher à l'inhiber. D'ailleurs, je pense pas que ce soit une bonne chose, même pour l'anabolisme futur. Je pense pas que ce soit une bonne chose de l'inhiber, cette production de cortisol, parce qu'il faut rentrer quand même dans une bonne phase de catabolisme pour pouvoir après surcompenser. Et donc, catabolisme, cortisol, c'est lié. Après, en faire toujours plus, moi je pars du principe que quand on a travaillé son muscle, c'est bon, on peut partir, quoi. La durée de la séance, même si on est avancé, si tu fais un très gros échauffement, mais un échauffement qui n'est pas taxant nerveusement, musculairement, etc., mais vraiment un échauffement, par exemple, où tu vas passer 10-15 minutes à faire de la coiffe des rotateurs, à échauffer tes genoux, je sais pas, à faire un peu d'abdos et tout, là, évidemment, ces 10-15 minutes-là, ça va pas impacter, si tu veux, tu vas pas avoir la même fatigue qu'après tes 45 minutes de muscu. Donc la durée idéale, c'est vraiment relié à l'intensité de ta séance. Si tu montes très progressivement tes charges et ton intensité et que vraiment que sur la fin de la séance, tu es au taquet, ouais, là ta séance pourrait être relativement longue tant que en fait la durée s'accélère, en fait la durée réduit quand l'intensité augmente. En fait, tu vas arriver plus vite à tous tes stades de saturation et ça sera lié à l'intensité que tu vas mettre dans ton entraînement. Après, tu peux faire des entraînements beaucoup plus longs. Si tu restes sur des charges plus légères que d'habitude, tu t'entraînes plus en série longue, plus à la congestion, plus en circuit, tu t'en rendras compte que ta séance peut durer beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut faire du cardio longue durée et qu'on peut pas faire du cardio haute intensité longue durée. Tout simplement parce qu'il y a un facteur limitant qui va être le système cardiovasculaire, la concentration, l'énergie, enfin tout un tas de choses, le système nerveux, etc. Donc la durée d'une séance idéale, c'est vraiment, pour moi, une fois que tu as fait le boulot, c'est fini, quoi. Tu vois, quand tu as réussi, on le sent en fait quand on est avancé, qu'il y a un moment donné où cette nouvelle série ne t'a pas donné de meilleures sensations, tu congestionnes plus, tu commences à trembler un peu, tu commences à avoir comment une perte de connexion entre ta concentration et le muscle que tu veux entraîner. Pour moi, là, c'est qu'il est temps de partir. C'est que tu as fait le boulot. Voilà. Donc j'espère que j'aurai bien répondu à ta question, je l'ai trouvée hyper intéressante, donc merci beaucoup. Je vous invite, si vous avez des questions comme ça à me poser, de la mettre directement sur la petite messagerie vocale que j'ai en description de cet épisode. Pour rappel, toutes les personnes qui sont intéressées pour bien se préparer pour une séance d'entraînement, allez voir honnêtement ma formation que j'ai sortie, enfin c'est une bonne vidéo que j'ai sortie ce week-end, donc là elle est disponible aussi dans la description de cet épisode. Franchement, vous serez pas déçus, je l'ai fait en 3 parties. Dans la même vidéo, il y a 3 parties, une partie à la maison ou au boulot, une partie sur le trajet, une partie arrivée à la salle, pour qu'en fait, chaque séance, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, vous avez passé une journée de merde, vous êtes stressé, vous avez mal dormi, etc., que vous puissiez faire un vrai bilan et rendre votre séance productive. C'est pas des trucs que je me suis dit, allez, faut que je fasse du contenu. Non, c'est vraiment, j'ai noté toutes les petites habitudes que moi-même, je mets en place pour réussir ma séance. Et comment ça m'est venu? Parce que j'ai un ami qui m'a dit, putain, j'aimerais bien être discipliné comme toi, comment tu fais pour avoir toujours la banane pour aller t'entraîner? Et je lui ai dit, non mais attends, j'ai pas toujours la banane pour aller m'entraîner. C'est juste que j'aime m'entraîner et qu'il y a des jours où j'ai moins envie d'y aller parce que j'ai une journée de merde, où il y a eu du stress ou des problèmes au travail ou quoi, et que j'avais pas envie de sauter ma séance à cause de ça. En fait, j'avais pas envie de laisser d'autres personnes ou d'autres situations impacter ma passion et mon plaisir. Et donc, ce sont des techniques que moi-même j'ai trouvées. Je lui ai dit, moi, c'est des rituels, je fais ci, je fais ça. Et voilà, ça me permet, en fait, de me créer un conditionnement, de me conditionner avec plein de petits outils et pour arriver à la salle d'entraînement et pour démarrer ma séance au taquet, quoi. Et puis, surtout, ne pas enfiler des perles à la séance. Pas y être allé en me disant, bon, j'y suis quand même allé alors que j'ai eu une journée de merde, mais en fait, je fais un entraînement de merde. Non.
Moi, ça, c'est pas mon but. Moi, j'aime y aller, même quand j'ai une journée bien pourrie, arriver et le lendemain avoir des courbatures sur le muscle que j'ai entraîné. Et voilà. Et en fait, la vidéo sert à ça, à réussir, quelle que soit la tempête qui se passe dans la journée, à s'entraîner correctement. Je vous laisse ici, tous les liens sont en description. Merci beaucoup. Podcast long. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont faire la gueule. En tout cas, pour tous ceux qui m'ont écouté dès le début de leur cardio, ça fait déjà 25 minutes quasiment que vous faites du cardio, donc 24 minutes et 14 secondes exactement. Donc pas mal du tout. Écoutez-vous un deuxième épisode, pourquoi pas, ça vous tirera un petit peu plus loin. Allez, je vous dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Smith est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!